45 ans de télévision, 32 Tours de France, les Paris-Dakar comme s'il en pleuvait. Gérard Rolls, c'est une figure de l'histoire de la télévision, de la radio, du sport. Vive le sport! Ça, c'est la formule, Gérard. Oui, inventée sur le bord de la route en 1985, complètement par hasard, spontanément. Et puis dès le lendemain, alors j'ai fait ça sur le bord de la route, c'était en même temps, c'était un Vive le sport et c'était sur la 2. Et le lendemain, j'ai des gamins qui me l'ont renvoyé tout de suite, qui m'ont fait « Gérard !» Et le PDG de l'époque, Jean-Claude Héberlé, me dit « Gérard, t'as trouvé un truc, continue. Ouais. » Et donc j'ai... Non, mais c'est quand même une passion de dingue, Gérard. C'est vrai que gamin, tu te chopes une maladie. Le médecin dit, alors là, votre fils, il y a un seul truc qu'il ne pourra jamais faire, c'est faire du sport. Hein. Il fallait pas le dire devant moi, quoi. Et dans la vie privée, et dans la vie professionnelle. C'est vrai que le Toubib, on est dans le préventorium du Glandier, en Corrèze, là, et il dit à mes parents, mais avec les poumons qu'il a abîmés, j'ai eu une sorte de tuberculose, hein, une primo-infection. Le directeur dit, pas de sport, jamais de sport, il est trop faible, il est trop rachétique, j'étais tout petit, tout faible. Je lui dis, attends, tu vas voir. Il ne faut pas me dire des choses. L'autre chose dans le même genre, c'est à l'école de journalisme, au centre de formation des journalistes, la première émission radio qu'on fait, un test, on fait un journal radio. Et je sors du studio, et là, j'ai le journaliste qui est là, qui est mon professeur, qui me dit « Avec cette voix-là, jamais de radio et jamais de télé. Hein. » Tu vas voir, mon pote. S'il nous entend, c'est Gérard Rolls, c'est un sourire, c'est un dynamisme. Évidemment, le sport. Pourquoi le sport, Gérard? Pourquoi c'est tellement fédérateur? Parce que c'est bon pour tout. D'abord, c'est une des plus grandes usines à émotions qui existent. On regarde, par exemple, les Jeux Olympiques, ou là, les derniers championnats du monde d'athlétisme, on se prend de cœur pour une petite Éthiopienne, pour un Polonais qui saute en hauteur, pour une fille qui saute... On ne sait pas pourquoi. On a le cœur qui bat pour eux, pour elles. C'est un truc magique, ça. Et le sport, c'est pour ça. Oui, le sport, c'est les valeurs sociales, c'est se mélanger les uns les autres. C'est de se respecter les uns les autres. Quelle que soit la race, quelle que soit la religion, on se retrouve sur un terrain à partager justement des émotions, un jeu, on joue ensemble. C'est du ciment social, c'est de l'émotion, et puis c'est bon pour le corps et le cœur, c'est bon pour tout. Oui, c'est bon pour tout. Même si quand même, on va dire, voilà, parler du cyclisme, bon, il y a eu les histoires de dopage, il y a parfois de la violence dans le sport, il y a des drames, on va parler de la Formule 1 dans un instant, il y a aussi, on en meurt aussi du sport. Hein. Il y a une période en Formule 1, pour parler du bouquin, où ils risquaient leur vie tous les dimanches, avec les voitures qui allaient tellement vite, 250, 280 km/h, pas protégées du tout. De temps en temps, ils avaient les jambes qui étaient devant les roues à l'intérieur de la cabine. Et donc, dès que ça touchait, leurs jambes étaient pulvérisées. Et puis, il y a eu beaucoup de morts. Oui, on le savait, c'était ça le danger. Les 100 histoires de légende de la Formule 1 chez Grune, ce nouvel album, avec le petit, hein, c'est Julien. Avec mon fils d'amour. Ah. Qui me met une pression, parce qu'on écrit vraiment 50 histoires chacun. Donc depuis, ça fait 13 ans qu'on écrit ensemble. On a écrit sur le Tour de France, sur le rugby, sur le football, le vélo, bref. Et à chaque fois, il me dit « Papa, t'es en retard, t'as encore 3 histoires à faire. » Ok, souviens-toi, Prost, Senna, tu vas me parler de Panis à Monaco, etc. Il me met une pression d'enfer. Oui, c'est vrai que la Formule 1, c'est une épopée de dingue. Et toutes ces histoires, ouais, il y a des héros, ouais, il y a des bolides, et il y a une invention technologique incroyable qui se produit, il y a des circuits de légende, il y a un public qui attend l'émotion comme ça. Qu'est-ce qui fait vibrer la Formule 1, l'histoire? Parce que là, c'est l'anniversaire de la Formule 1. C'est le sommet, ça a commencé, le championnat du monde a commencé en 1950. Et c'est le sommet de la mécanique et du pilotage. Voilà, on fait pas mieux. Alors évidemment, il y a les 24 heures du Mans, endurance. Évidemment, il y a d'autres formules aussi. Mais la Formule 1, c'est vraiment c'est au-dessus, c'est top pour tout. C'est top pour la vitesse. Le record absolu de vitesse en Formule 1, alors c'est pas en compétition, mais hors compétition, c'est quand même 403 km/h. C'est une folie. C'est énorme. Il y a une prise de risque de malade. Ah oui. Alors, j'allais dire un petit peu moins aujourd'hui que dans les années 70. Parce qu'on a créé aujourd'hui une sorte de protection en carbone pour les pilotes. On leur a protégé aussi au cas de choc ce qu'on appelle le HANS, c'est-à-dire une protection pour les vertèbres cervicales.
On leur a mis aussi un arceau au-dessus pour éviter le genre d'accident qu'a eu Jules Bianchi, le jeune pilote de la Côte d'Azur, là, qui est mort à Suzuka, au Japon, parce qu'il a tapé dans une grue et il a eu un traumatisme crânien. Donc on a multiplié, en fait, tous les aspects sécuritaires pour cette Formule 1, mais il y a encore des accidents. Oui. Et évidemment, parce que ça fait partie de ce sport. Mais alors, le bouquin est génial. Alors, c'est-à-dire que c'est un magnifique cadeau. Hein, oui, pour à Noël. Tout âge, hein, pour les gamins et tout, qui font rêver. Ouais. Il y a des voitures qui font rêver. On est dans le règne de tout est possible, là. Hein. Moi, je vais vous faire une confidence. On m'a souvent posé la question, quand je présentais Stade 2 ou que j'étais sur le Dakar ou le Tour de France ou les Jeux Olympiques, en disant « Mais t'aurais aimé être un champion ?» Et on me dit « Mais alors le ski, le vélo, t'aurais aimé faire… » Non. Mon rêve absolu, c'était de piloter sur circuit et évidemment ce genre de voiture. Vous ne l'avez jamais fait, ça, Gérard? Vous n'avez jamais monté dans une Formule 1 et c'est parti? Oui. Avec Jacques Lafitte ou avec Prost ou avec Patrick Tambay, avec qui encore? Pescarolo, avec Jacques Lafitte, oui. Ils m'ont prêté leur Formule 1, oui, sur le circuit du Luc et sur le circuit du Castellet. Ce sont des fauves. Non, les pilotes, ils sont à part. Mais ces voitures-là, c'est une bête sauvage. Dès qu'on appuie, on est collé, au fauteuil, mais ça a une puissance. Et pour la tenir sur la piste, c'est encore autre chose. Si, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'en essayer. Oui. On a vu un film, c'était F1, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Brad Pitt. Je ne l'ai pas encore vu, non. Ah non, mais c'est dingue. On croirait qu'on est dans la bagnole. Et c'est vrai que ça fait peur. On est au sol, là. C'est très bas, les Formule 1. Et puis, quand il faut doubler… Et on absorbe les jets, la gravitation, la gravité. Le nombre de jets, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire on double, on triple le poids de son corps. C'est terrible. C'est magnifique, ce bouquin. Mais moi, je pense que quand je vous vois, cher Gérard, je dis, tiens, il y a le Dakar. Je pense au Dakar. C'est encore un autre truc de bagnole, là. Oui. C'est autre chose. Oui, et de moto aussi. Et oui, et ça… J'ai eu l'occasion, moi, de faire, moi qui suis plutôt motard, j'ai fait le Tunisie à moto. Alors j'ai avec des bras qui ont doublé de volume. et puis là aussi, j'ai pris parce qu'il faut travailler avec le cou, j'ai pris trois tailles de chemise en faisant le Tunisie. Et puis le Dakar, ça continue d'être très grande aventure. Un tout petit peu moins, un petit peu aujourd'hui. Depuis l'accident Sabine, Balavoine et tout ce qui s'est passé, ça a changé tout, ça? Non, ce qui a changé, c'est les pays où ça s'est produit. Et puis c'est l'esprit sécuritaire. C'est-à-dire que il y a eu des accidents, il y a eu des gens qui se sont perdus pendant le Dakar, surtout en Amérique du Sud, et ça a traumatisé et leurs familles, et les médecins, et les services de sécurité. Et donc maintenant, ils ont des balises. Donc on sait pratiquement où sont tous les concurrents. Mais ça a changé l'affaire. Parce qu'au départ, on leur disait il faut aller de tel village à tel village. Et débrouillez-vous, c'est ce que disait Sabine. Débrouillez-vous, passez par les dunes, pas les dunes, etc. Il y avait un côté aventure. Maintenant, il y a surtout du pilotage. Il y a moins d'aventure, plus de pilotage. Mais Gérard parcourt les villes de France avec un spectacle, c'est Vive le sport et ses petits secrets. Et on a envie d'en connaître des petits secrets. D'abord, on se dit d'avoir vécu des Jeux Olympiques, d'avoir vécu tous ces grands moments d'histoire, d'émotion, et puis de les avoir fait avec des journalistes légendaires, avec Stade 2, avec tout le sport, et d'avoir été… C'est 5-7 d'or du meilleur présentateur sportif que j'ai devant moi, là. J'ai toujours eu, au fond de moi, l'envie de partager. C'est un des mots-clés de ma vie. Depuis le début. C'est peut-être parce que j'ai été privé de tout pendant des années. J'habitais à Belleville, à Paris, le quartier populaire. On n'avait pratiquement pas d'amis avec mes parents. Mon père fabriquait des bracelets montres en cuir. On avait juste une radio. Peut-être que j'ai été privé de tellement de choses qu'ensuite, je me suis dit, c'est cadeau. Quand je prends encore l'avion aujourd'hui, maintenant j'habite à Nice, où ma femme est la directrice du Théâtre National de Nice. Pour venir à Paris, prendre l'avion encore aujourd'hui Air France, c'est un cadeau pour moi. C'est encore un cadeau. C'est un truc qui sort de l'ordinaire. Et partant de ça, j'ai eu l'envie de partager. C'est un défaut. Quand j'aime quelque chose, je veux que tout le monde aime la même chose.
J'aime la Formule 1. Ouais. J'avais envie, par ce livre-là, que tout le monde aime la Formule 1. Bon, bah pour le reste, c'est pareil. Pour le sport, pour le théâtre, pour les histoires de sport, j'ai envie de partager. C'est ça le truc. Mais même, on peut se tutoyer. Tu as joué au théâtre, tu as joué Molière. Oui. C'est quand même. Oui, Argan, le malade imaginaire, pendant presque 3 ans. C'est un rêve, ça, à d'avoir Versailles. fait ça. Oui. Et alors, autre chose importante dans ma vie, avoir des rêves, y compris à mon âge, encore avoir des rêves, et aller au bout de ses rêves. Faire tout pour aller au bout de ses rêves, sans magouille, sans tricher, et en se préparant. Donc, tout faire pour aller au bout de ses rêves, c'est essentiel. Sans chercher le pognon, sans chercher la gloire, sans chercher tout ça, au fond. Non, être simple, être accessible. Si j'avais voulu de l'argent, j'aurais signé, par exemple, à TF1 ou avec la 5. Ouais. Ça s'est passé 5 fois, ça. Mais je n'ai pas fait. Parce que l'argent n'était pas le moteur de ma vie. C'est exactement le moment où on m'a proposé le Téléthon, par exemple. À 2 ou 3 heures près, j'allais signer chez Francis Bouygues et on m'a proposé le Téléthon. Et je lui ai dit non, c'est pas la peine, on va faire le Téléthon. C'est pas une question d'argent. Ouais. Et alors, tiens, j'ai un truc, c'est complètement dingue. Avec Coluche, dans plusieurs films, L'inspecteur la bavure, Banzai, Le maître d'école. Vous avez bien travaillé. Tu joues dans le film. Bravo. Hein. Tu joues dans tous ces films. Il y a certains journalistes qui ne lisent pas les livres et qui ne regardent pas les CV de leurs invités. On voit l'affiche de Banzai. Là, il y avait Gérard Rolls dans le film. Il y a l'affiche. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans... C'était la moto. C'était la moto qui nous rassemblait avec Coluche. Il a battu un record du monde de moto un jour. Alors, je n'étais pas sur place, mais je l'ai reçu dans une émission. Et puis, on a beaucoup parlé moto. Je vous fais encore une confidence encore. Un jour, on déjeunait avec Coluche. Je déjeunais avec Michel, donc, Michel Colucci, du côté de l'Étoile. Et je le vois sortir un petit carnet de sa poche. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Michel? Il me dit, je viens d'entendre une énormité de la part des 2 femmes qui sont attablées à côté de nous. Je vais le mettre dans un sketch. Il me dit, fais pareil, Gérard. Et dans mon sac, je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai mon carnet, depuis Coluche, où je note des phrases célèbres, des maximes, des réflexions que j'entends. Par exemple, j'ai un de mes copains en Bretagne, 83 ans, qui a les cheveux tout blancs, mais qui est encore un séducteur. Je le vois avec une jeune fille l'autre jour, et il me dit, Gérard, ce n'est pas parce qu'il y a de la neige sur le toit qu'il n'y a plus de feu dans la cheminée. C'est dans mon carnet de Coluche. C'est magnifique. Hein. C'est dans mon carnet. Je note à chaque fois. Par exemple, je note Molière, qui dit « Je hais les cœurs pusillanimes qui, par trop prévoir, n'osent rien entreprendre ». Ça, c'est dans mon carnet. Et je relis de temps en temps. Mais Coluche, il va mourir de sa passion. Ça, oui. Ça c'est terrible, ça, quand même. J'étais au Mexique, c'était la Coupe du Monde de football. Et on m'a appelé pour une très bonne nouvelle et pour une très mauvaise nouvelle. Quand on dit on m'a appelé, c'est ma famille. Me disant, papa, je vais avoir un petit frère. C'est Julien, le co-auteur du livre, de 100 histoires de légende, qui m'appelle en disant, papa, maman est enceinte et on va avoir un petit frère. Et puis la très mauvaise nouvelle, c'est la mort de Coluche, qui m'a réveillé un matin en disant qu'il est mort tout près de l'endroit où j'habite aujourd'hui, d'ailleurs là du côté au-dessus de Biot. Si tu dis un mot de Coluche, tiens, après on passe à autre chose, mais un mot de Coluche, qu'est-ce qu'il caractérisait? Qu'est-ce qui était... Coluche, c'était le bon sens, c'était l'humour du bon sens. C'est-à-dire tout ce qu'il disait, ça tombait pile. Ça tombait pile parce que c'était parfois des énormités et pourtant ça tombait pile. Il était humain jusqu'au bout des ongles. Oui, mais écorché, vif aussi. Oui, mais ce qui le caractérisait, c'était de s'intéresser à tout, s'intéresser aux autres. Et avec l'œil de l'humour tout le temps, quoi, à sortir des conneries. Oui, mais que je pense aussi à Stade 2, mythique. C'est mythique, hein. Chapat, Couder, Alba Ladejo, tous ceux qui ont fait la légende, Thierry Roland, Père, c'est quand même une génération de dingues, ça. Ce qui a été... On m'en parle incroyablement aujourd'hui, comme si la légende perdurait. Là, aujourd'hui, je vais dans Nice, je vais dans le vieux Nice, je me balade, vélo, pas vélo ou en marchant, et les gens me sourient en me disant merci. Merci pour ce qu'on a partagé, merci pour ce qu'on a vécu ensemble, et en particulier,
Certaines femmes me disent, vous m'avez bien gâché le dimanche soir, parce que mon mari ou mon frère voulait absolument regarder Stade 2, et il fallait décaler ou l'apéritif ou le dîner. Mais c'est vrai que ça a été, Robert Chapat, en créant Stade 2, a été un précurseur formidable, qui a été copié après. Ouais. Oui, mais quand je dis ça, c'est que c'est vrai, quand on pense à Couder, quand on pense à Thierry Roland, c'était des... Ouais. Ça, alors, nuance de la langue française, c'est grâce à Roger Couder. C'est à cause de Roger Couder, on peut le dire aussi. Roger Couder avait tellement de flamme dans ses commentaires de rugby que je me suis dit, moi qui étais footeux, j'ai joué au foot, je vais jouer au rugby aussi, malgré ma petite taille, je fais 1m68. Et ben j'ai un doigt Couder, c'est-à-dire j'ai le doigt cassé, et j'ai les 2 arcades qui ont été ouvertes en jouant au rugby grâce à Roger Couder. Mais c'est ça qui le rendait génial, parce qu'il hurlait sa passion pour les petits, et puis comme Thierry Roland pouvait aussi dire des énormités pendant un commentaire, c'est une autre génération, on pouvait dire des choses comme ça, où les types se lâchaient à l'antenne. Roger Couder disait, à propos de Jean-Pierre Rive, celui qui avait les cheveux blonds, là, capitaine de l'équipe de France, il disait, ce type-là, ce Rive-là, il met la tête à l'endroit où les autres n'osent pas mettre le pied, dans la mêlée. Ah ouais. Et le Tour de France, ça c'est quand même des trucs qui vont rester toujours ça, dans la mémoire. C'est quelque chose de... 3 semaines d'une fête, 3 semaines de 14 juillet, de fête nationale. Les petites routes, moi ça m'a permis de découvrir ou de redécouvrir. Par exemple, j'ai redécouvert les 3 A. Les Ardennes, l'Ariège et l'Ardèche, que je ne connaissais pas. Et bien, grâce au Tour, ces 3 A extraordinaires, c'est des départements formidables. Le Gers avec le Tour de France, on est à 30-35 à l'heure dans le Gers, comme ça, au milieu des maïs, avec les canards qui sont en train de faire leur foie gras, et on traverse. Et ce qu'on a vécu aussi là, par bonheur, maintenant là où j'habite, c'est-à-dire le Tour de France qui est parti de Nice une année, et puis ensuite le Tour de France qui est arrivé à Nice. C'est des images qu'on a eues d'hélicoptères de la baie des Anges, qui est vraiment un des plus beaux endroits au monde, et Monaco aussi, vu d'hélicoptère avec le Mercantour, où il y avait encore de la neige derrière. Non, c'est magnifique. Oui. D'abord, les étapes après le Tour. Eddy Merckx, que tu imites merveilleusement bien. Quand on lui demandait son avis sur un autre coureur, qu'est-ce qu'il répondait? C'est une histoire de la télé belge qu'on m'a racontée, la RTBF qui va voir Eddy Merckx. Donc, le plus grand champion de tous les temps, il a tout gagné, Eddy, champion du monde, Tour de France, Tour d'Italie, enfin bref, voilà. Et on lui demande, on dit, mais vous aviez quand même quelqu'un qui vous a quand même un peu chatouillé, c'est Luis Ocaña. Et Merckx dit, oui, c'est vrai, c'est sûr, c'était pas facile avec Luis, oui, mais jugez-le, s'il vous plaît, son style. Il dit, j'ai beaucoup de mal à le juger, parce que moi j'étais toujours devant, il était toujours derrière. C'est l'humour belge. Qui est vraiment sympathique. J'ai fait un documentaire sur le maillot jaune. J'appelle Eddy, il me dit, tu viens demain si tu veux. Et je suis monté dans la banlieue de Bruxelles. Il m'a reçu, il revenait d'une promenade en vélo encore. Il sort le samedi matin avec ses anciens coéquipiers. Ils boivent une petite bière en se rappelant les bons souvenirs. Un mot de Jean-René Godard, qui vient de nous quitter. Oui. 30 Tours de France avec lui. Jean-René, le prototype du grand reporter. C'était un type qui était capable de tenir l'antenne alors qu'il ne se passait pas forcément grand-chose dans la course, mais qui nous intéressait parce que, comme reporter, comme un vrai reporter, il avait enregistré des informations qu'il était allé prendre le matin du côté des coureurs pour nous les livrer l'après-midi. C'est-à-dire qu'il avait la vie de curiosité du reporter, voilà, du super journaliste. Oui. C'était un gars formidable, d'abord à Europe 1, il s'enflammait de temps en temps. Oui, alors voilà, vous me donnez l'antenne à un moment où vraiment il ne se passe rien du tout, mais bon, c'était du Jean-René, on le savait, mais en même temps, c'était vraiment l'un des tout meilleurs sur la moto, oui. Et à la radio, et chez nous à la télévision. Sur la moto, il commentait comme ça, en live, chaud, tout ce qui se passe. Absolument. Ouais. Ça, il faut le faire. Ouais, il était très fort pour ça. Et j'ai eu la chance aussi de travailler moult fois avec lui au ski, où je faisais les commentaires, et lui, il était en bas dans ce qu'on appelle la raquette pour faire les interviews, en train de se geler carrément, parce que souvent il fait moins 10. Et on passait des soirées à se raconter la vie, à se raconter nos rencontres, les grands champions qu'on a pu rencontrer, ou les grandes championnes. Oui.
Il était absolument charmant. Voilà. Jean-René, c'était un amour à vivre avec lui, et surtout à travailler avec lui, parce qu'on savait avec lui qu'on n'allait jamais rien manquer. Il était en alerte. Ça, c'est la grande école de Jean-Pierre Elkabbach. Ils avaient beaucoup travaillé ensemble. Et ensuite, c'est Jean-Pierre qui l'a fait venir, il a débauché d'Europe 1 pour venir à la télévision. Et Jean-Pierre, c'était pareil. Jean-Pierre Elkabbach, c'était l'information, l'information, l'information. Et Jean-René, c'était ça. C'était l'information avant tout. Oui, le Tour, c'est populaire. Je pensais qu'il y avait Antoine Blondin même. Il y a parfois eu des écrivains qui ne buvaient pas que de l'eau, hein, qui écrivaient, parce que c'est de la culture, le cyclisme. Ça inspire la littérature, ça inspire les villages, la France. Aujourd'hui, avec la télévision, évidemment, on a un petit peu remplacé cette verve et ce langage particulièrement fleuri d'Antoine Blondin. Mais on le relit, moi je le relis tout le temps. Vous savez, il buvait tellement, Antoine. Oui. Quand il rentrait à l'hôtel et qu'il demandait 1, 2, 3, 4, 12 pastis, par exemple, là, il prenait quand même la facture. Et quand il rentrait au journal L'Équipe, la fille lui disait « C'est quoi ça ?» Il dit « C'est les verres de contact. » Donc ça marche, Ouais. c'est des contacts, c'est pour le travail. Vous en avez vécu des trucs. Hein. Mais ça, c'est vrai que Gérard, la Formule 1, ça reste le truc de gamin qui regarde à la télévision des héros, peut-être presque des surhommes, qui arrivent à faire des choses comme ça. Tout a changé aussi. Alors, malheureusement ou heureusement, enfin, il faut voir, c'est vraiment devenu un énorme sport business. Moi, l'époque où je suis entré en Formule 1, on va dire ça comme ça, d'abord, j'ai eu la chance que ce soit Alain Prost qui m'apprenne tout, parce que moi, je ne connaissais pas la Formule 1. Et j'ai sympathisé avec Alain, on a joué au tennis ensemble, on est partis en vacances ensemble, on a fait du vélo ensemble au Pays Basque, un peu partout. Bref, et un jour, il me dit « Mais Gérard, il faudrait quand même que tu t'y intéresses parce que c'est quand même mon métier. » Je dis « Ok, emmène-moi. » Il m'a emmené à Silverstone, dans l'écurie Renault. Et là, j'ai découvert. Ça a été mon professeur. C'était son surnom, hein, le professeur. Donc, ça a été mon professeur. Mais là, à cette époque-là, midi, pour un Grand Prix à 14h ou à 15h, on mangeait des pâtes ensemble, assis sur des pneus, dans les écuries derrière. Pilotes, mécanos, patrons d'écurie, ligiers, etc. Aujourd'hui, bon, c'est un peu différent. Il y a des banderoles partout. Il faut payer 500 € pour s'approcher à 50 mètres des pilotes. Mais bon, le spectacle est encore là. Parce que c'est vrai que là, en particulier avec la renaissance des McLaren cette année qui mettent mal Verstappen, on a retrouvé des grands moments de compétition. Mais moi, je vois le passionné. J'ai presque l'impression d'avoir un enfant devant moi, là. Un gamin de 12 ans, là, qui est passionné. Clémenceau, il dit, quand on est jeune, c'est pour la vie. Voilà. Et ben, là, bloqué à 12 ans. Ben oui, on n'a pas dit mon âge. Hein. 100 histoires de légende de la Formule 1 chez Grund avec le petit Julien Holz et évidemment le grand Gérard Holz. Gérard, tu vas quitter nos téléspectateurs, tu vas finir par ta formule. Je te la laisse. Déjà, je retourne un peu à l'antenne quand même, parce que ça aussi, c'est assez incroyable. 10 ans après, Anna Cabana, qui est une journaliste formidable, m'appelle en disant « Gérard, je vais lancer un magazine culturel sur LCP, la chaîne parlementaire. Est-ce que tu pars avec moi ?» J'ai dit « Complicité, d'accord, allez, on y va. » Donc, je vais refaire de la télé. Génial. 10 ans après. Bon, 10 ans après. Mais sinon, oui, au fond du cœur, j'ai toujours cette formule. Vive le sport sur TV5 Monde. C'était parfait. Merci Gérard. Gérard Holz était avec nous. Merci Gérard.